Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine d'information d'actualité sur votre télévision Entretien. On va parler à nouveau actualité avec un invité. Il est chercheur en droit et opérateur politique. Son nom est connu de tous. Il est avocat exerçant, mais ici on le reçoit comme chercheur en droit, mais plus dans sa casquette d'opérateur politique. Maître Laurent Onimba est notre invité. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, Alain. Merci de répondre à notre invitation pour parler politique avec vous. Plusieurs événements, en tout cas de ce mois. Nous sommes au mois de juin, des événements politiques ont marqué le mois de mai, mais également le mois de juin. On se lance. D'abord, vos impressions sur la décision prise par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de décréter l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu, et également la province de l'Ituri. Beaucoup parlent d'une bonne décision. Quel est votre avis à ce sujet? Je vous remercie énormément. C'est un honneur pour moi d'être sur votre plateau. Vous savez, je respecte énormément le travail que vous faites, surtout que vous le faites assez très bien. Et donc, c'est l'occasion de vous féliciter et féliciter toute l'équipe de Digital Congo. Eh bien, je dois vous dire d'emblée que je suis très satisfait justement de la décision prise par le chef de l'État justement de proclamer l'état de siège sur la partie est de notre pays, justement dans les deux provinces après beaucoup d'insécurité, parce qu'il était de notre vœu à nous tous qu'il était quand même insupportable devenu que nos compatriotes, au jour le jour, qu'on apprenne qu'ils meurent du fait de balles. On peut dire, bon, ils meurent quand même, mais les soupirs, la douleur n'est pas très très longue. Mais que nos compatriotes meurent au jour le jour du fait des machettes, et parfois on déchire les ventres de maman, et on sort les bébés, et que c'est des enfants qui sont décapités, et des enfants qui perdent les parents qui perdent des enfants. La douleur était devenue insupportable. Et nous tous, en commençant par moi-même, nous avons dit au chef de l'État que vous ne pouvez pas continuer à accepter une telle situation. Et plus grave encore, personne, et nos services, et le Parlement, et le gouvernement, n'arrivent à nommer, à appeler les chats par son nom, à dire que la situation de l'Est est causée par tel groupe. Tout le monde dit toujours ADEF Nalu. Mais quand vous voyez les gens qu'on nous présente comme les ADEF, vous vous posez la question de la capacité de ces gens à s'organiser en quittant des villages entiers et en tuant plusieurs Congolais, en brûlant des centaines de maisons, sans être vus dans des secteurs, des villes où il y a une armée, la police, la mer, la DEMIAP. Il y a un problème de fond. Et c'est un devoir pour un Congo, pour un Congolais, d'être au courant de sa situation. Et ça, on n'a pas encore trouvé la solution. Alors, il était quand même d'une bonne décision que le chef d'État proclame l'état de siège. Pourquoi? Parce que l'état de siège a l'avantage de mettre sur pied une administration militaro-policière en vue de renforcer justement. Je sais que du point de vue du droit, il y a des restrictions de liberté publique. Et c'est sur base de ça que la Constitution n'a pas voulu donner un chèque à blanc, justement, à l'exécutif de s'avancer sur ce terrain sans mettre le mécanisme constitutionnel de contrôle au niveau du Parlement, parce que le Parlement représente le peuple. Et c'est à ce niveau-là que justement, je salue les refus des députés de voter la loi d'habilitation, parce que dans un domaine aussi efficace, dans un domaine aussi complexe, il faut permettre au peuple, au travers de ses élus, justement de contrôler l'opérationnalisation des décisions et les mécanismes justement d'accompagnement qui suivent justement cet état de siège. Parce que vous savez que la Constitution est en fait au cœur d'un concept, la liberté. Le droit constitutionnel en soi n'a pour soubassement que la liberté. Et que ce sont ces libertés qui sont coulées dans la Constitution. Et les libertés font face justement au pouvoir public. Et il y a des libertés qui sont encadrées, il y a les pouvoirs publics qui sont à côté, et les pouvoirs publics ont l'obligation d'encadrer ces libertés. Maintenant, pour cause de sécurité publique, comme le cas de l'état de siège ou l'état d'urgence, on renforce, ça veut dire qu'on grignote sur le pouvoir et liberté, les droits et libertés des citoyens pour renforcer
l'administration, renforcer les pouvoirs publics en vue de résoudre une question ponctuelle. Mais que ça ne peut se faire que dans un engrenage, dans une segmentation parlementaire pour contrôler justement ces actions en vue d'éviter les velléités du pouvoir à aller au-delà justement des limites qui sont constitutionnellement garanties. Donc pour moi, c'était une bonne décision et que les effets commencent à se sentir quand vous voyez le retour qu'on a de l'Est. Il y a des secteurs, des villes où la population a carrément déserté, mais aujourd'hui, il y a un retour, je suppose. Voilà. Qui séjourne, même si on doit le dire comme ça, bien qu'il ait fait le déplacement pour prendre part à un sommet de la SADC. Absolument. C'était réclamé, il ne pouvait pas se déplacer avant. Certainement que le service avait jugé bon d'attendre un peu. On peut dire que c'est la présence du chef sur place en passant un séjour de plus d'une semaine et fait partie des conséquences positives de l'état de siège. Bon, écoutez, moi je ne pense pas que c'est la présence physique du chef de l'État qui résout un quelconque problème. Ce qui est important, c'est le renforcement de l'administration. Ce qui est important, c'est mettre hors état de nuire tous ces généraux, même si je n'ai pas été d'accord qu'un chef d'État puisse parler de son armée. Bon, de par le monde, ça arrive, mais c'est devient une démocratie où il y a une nette séparation entre l'exécutif, l'armée, la police, la justice. Nous avons encore une démocratie assez fragile. On peut même la dire une démocratie, la taxer d'une démocratie qui traîne les pas. Et donc, une démocratie bébé, si vous voulez. Voilà. Il y a comme une sorte d'interdépendance institutionnelle au point que si le chef de l'État qui est une institution, le président de la République qui est une institution, commence justement à opiner sur d'autres pouvoirs, deux institutions, autant qu'il a fait pour le cas du Sénat, j'ai trouvé que c'était quand même pas très très conséquent, mais j'estime que le problème ce n'est pas la présence politique du chef d'État à l'Est, mais c'est plutôt les renforcements. Les renforcements de l'armée en termes de logistique, en termes de morale, en termes d'accompagnement alimentaire, en termes d'accompagnement sur le plan des renseignements. Parce que vous savez que les militaires au front doivent être outillés. Absolument. Vous savez que ces militaires-là sont au front, ils ne sont pas outillés. C'est à peine que nous avons des outils qui nous permettent justement de faire l'affaire avec une guérilla, parce que ce n'est pas une guerre conventionnelle. Mais alors, il faut demander les services de renseignement renforcés, il faut donner l'argent aux militaires, payer régulièrement pour qu'ils puissent envoyer justement l'argent à leur famille, parce que vous savez, les militaires ont 7 enfants, 6 enfants qui sont à Cancocolo. Si un militaire prend une balle dans la tête à Bounia, le lendemain, dans 2 semaines, sa famille est déguerpie du camp. Et alors, les militaires qui combattent dans ce cadre-là, eh bien, même s'il a 10 000 blindés, il ne va pas travailler comme il faut. Il doit donc, avoir un moral absolument en place. Le chef d'État doit suivre, comme j'ai eu à voir sur les réseaux sociaux, suivre les effectifs des militaires, les généraux affairistes, les services de renseignement obsolètes, et vérifier dans nos frontières comment ça se passe. Comment on peut s'estimer un Congo, un pays normal, sans qu'on arrive justement au travers de nos services de renseignement, identifier qui fait quoi à la frontière et quels sont ces agents finaux qui ne disparaissent pas, qui sont en train de dissimuler des villages entiers, alors que dans le même village, et généralement on dit quand ces gens-là posent des actes, à 10 mètres, à 50 mètres, nous avons l'armée et la police. Et donc c'est plutôt au niveau de l'accompagnement que c'est plus important qu'une présence physique. Et donc, si vous voulez avoir mon opinion, je salue et je continue à saluer justement cette décision d'état de siège, et je pense qu'il y aura des résultats, quitte à voir évaluer à un moment donné quels sont les mécanismes justement pour que ça se fasse vite en vue de remettre la vie à la normale, parce que il faut que l'administration civile prenne le relais de l'administration militaire. Et parlons toujours de l'état de siège. Lorsqu'on voit ce qui se passe, on a besoin de la mobilisation de la population derrière. On va se référer notamment à l'appel lancé par le président de l'Assemblée nationale, même si c'était un peu trop osé, qui a interpellé ses collègues députés nationaux de quitter les groupes armés. On a besoin de la sincérité de la population, la mobilisation derrière les FARDC pour que ça marche. Parce que les tireurs de ficelles ne sont pas seulement de l'extérieur. L'on apprend qu'il y aurait également des politiques impliqués dans des manœuvres d'instabilité dans cette partie. Donc, ce qu'il faut retenir, cher ami Alain, c'est que la question de l'insécurité à l'est de notre pays remonte jusqu'au déluge.
Je veux même prendre la fameuse phrase que je vois sur les réseaux sociaux, comme quoi Dieu est en train de distribuer les richesses partout, et quand il est arrivé au Congo, il s'est fatigué, il a tout déposé. Donc le Congo est, en fait, Joseph Kabila le disait tout le temps, nous sommes en fait au cœur de ce néocolonialisme qui ne dit pas son nom. Et donc, si nous ne prenons pas conscience comme État et comme nation, avec des débats, des velléités que vous connaissez, alors que nous avons des questions fondamentales qui touchent justement à notre sécurité comme nation et comme État, alors nous aurons un vrai problème. La question de l'Est est une question qu'il faut analyser dans une approche triptyque. La première dimension, c'est qu'en réalité, nous avons des richesses qui sont convoitées par la communauté internationale et je voulais dire les multinationales. Et à partir du moment où ils veulent justement de la démocratie, de la sous-traitance économique, ils n'ont pas voulu venir parler aux Congolais de gré à gré. Et ça, c'est avec raison aussi parce que au Congo, si vous voulez arracher un contrat minier ou bien les blocs pétroliers, les ministres qui y a en face de vous vous demandent de l'argent avant de signer l'arrêté. Ils s'en foutent de la suite et de la procédure. Et ces gens ont besoin justement d'un cadre propice pour négocier. Et nos pays voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda, font de la sous-traitance avec nos minéraux. Ça signifie que pour faire la sous-traitance, ces multinationales doivent trouver des boucliers. C'est comme ça que ceux estampillés ADEF ou EDIF, selon qu'on est en anglais ou en français, font l'affaire. Et avec des complicités internes. Donc, la question à l'international, c'est autour des multinationales qui passent par des sous-traitants en vue de documenter les groupes armés pour prendre nos minéraux. C'est comme ça que les pays voisins sont parfois exportateurs de produits qui ne sont pas sur leur sous-sol. Ils ont pris conscience que l'administration congolaise est fragile et qu'il y a une cassure sociale en RDC au travers justement de l'infiltration de l'armée, au travers justement de notre incapacité à nous organiser, parce que la mission primaire d'un État, effectivement, c'est de protéger le territoire, c'est de protéger sa population. On ne peut pas penser développement sans sécurité. On ne peut pas penser économie, penser futur, sans que nous puissions nous rassurer sur les indicateurs sécuritaires comme population et comme territoire. Au-delà de la sécurité, et vous savez, de la santé et l'éducation, il faut mettre plus de moyens dans la sécurité. On ne peut pas penser à la santé, à la sécurité alimentaire, au développement intégral comme tel, sans sécurité. Ça remonte jusqu'à 1885. On a dit que les frontières sont à tel niveau. Et donc, au niveau de la sous-région, ces États ont compris que nous sommes en difficulté et ils sont désormais des sous-traitants. Et au niveau intérieur, rappelez-vous justement de ce qu'a dit le président Bosso, même si j'aurais voulu, comme Congolais, que le procureur général, après la Cour de cassation, ouvre une information judiciaire et convoque le président Bosso pour dire, bon, tu as dit aux sénateurs quitter les groupes armés, quelles sont les informations que vous avez que nous ne l'avons pas. Nous ne pouvons pas considérer que nous soyons un État et que nous continuons à pleurnicher comme des enfants. Ça veut dire que chaque jour, rappelez-vous une fois, sous le règne du président Kabila, il a passé comme ça 3 jours une fois à l'est, et le jour il a pris son avion, dans le même village où il a passé la nuit, ces gens sont venus tuer nos compatriotes. Moi j'estime que c'est au-delà de tuer nos compatriotes, c'est un message fort, c'est une insulte à la nation congolaise. Un sabotage. Un sabotage. Donc, il faut à un moment donné que les judiciaires fonctionnent avec les services pour que les Congolais soient les fiscs au courant de qui nous tue. On ne peut pas considérer que ce soit un slogan, que les institutions sont comme si c'est un tabou. On a même peur de citer les gens qui nous agressent. En quoi nous sommes l'État? Et je vous le disais en passant, que l'État, au-delà de la Constitution, c'est une superstructure. C'est une représentation métaphysique. C'est une représentation psychologique suprême. Au point que, si nous ne savons pas adhérer à la superstructure comme peuple, comme nation, nous allons nourrir la théorie de ceux qui pensent que l'État ou le Congo est un territoire à la recherche d'un État. L'État, au-delà du pouvoir public, au-delà de la population, c'est l'adhésion au vouloir vivre collectif. Mais est-ce que quand vous observez le Congo comme État, quand vous observez le Congo comme administration,
vous avez vu dessiner au-dessus de nous une superstructure qui adhère à la dialectique de la nation congolaise. Si déjà l'État comme territoire n'est pas sécurisé, si l'État comme population est en fait entamé au fond de nous, ce qui ne reste au Congo que des débats de vérité, de nationalité, de ceci, alors qu'en réalité, nous devrions beaucoup plus réfléchir ensemble. Parce que vous avez dit tantôt que la population devait adhérer à la démarche de l'état de siège. Mais vous avez suivi les enfants, cet enfant qui parlait au président, à Bounia, ou à Beni. Monsieur le Président, c'est notre situation sociale qui fait que les enfants qui se sentent délaissés par l'État, par la famille, puissent rentrer justement comme éclaireurs. En réalité, c'est comme des boucliers humains dans les questions de mines et ailleurs pour tuer les autres Congolais en vue de trouver un peu de moyens de survivre. Ça signifie qu'au lieu de trouver des problèmes ailleurs, nous devons d'abord nous regarder en face. Comme État, avons-nous cette vision claire de ce que nous voulons? Avons-nous les moyens de notre politique? Avons-nous des représentants qui sont capables d'assumer et de lever des options, des réformes courageuses, quoi que ça fasse mal aux uns aux autres, pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais? Nous allons rester, n'est-ce pas, des bataillons d'individus abandonnés dans une brousse en train de se plaindre, alors que nous avons l'expertise avérée, nous avons des intellectuels capables d'aborder ces questions. Mais comment on accède à ce niveau-là? Comment on accède? Nous avons une administration des pacotis, nous avons une diplomatie de la sous-traitance, nous avons une sécurité qui ne tient pas, nous avons une armée qui n'est pas accompagnée, le peuple qui est donné à l'armée, le chef d'État l'a dit, est au service de quelques généraux affairistes. Nous sommes un État où nous sommes une juxtaposition des populations autour des idéaux du ventre. C'est un choix qu'il faut faire. C'est un choix qu'il faut faire. D'où peut-être aussi l'idée de ce concept congolité qui permet à ce qu'on mette les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, peut-être de 100% congolais pour des solutions. Parce qu'on a comme l'impression que certains sont dans des légèretés dans les responsabilités. Peut-être que cette idée aussi de Noël Tchani peut apporter un plus, un changement. Tu sais, moi je suis curieux d'entendre ce mot. D'abord, en français, le concept congolité n'existait pas. Si c'est un nouveau concept, et donc, j'estime à mon avis qu'il faut absolument qu'on nous dise c'est un pléonasme et ça répond à quelle dialectique. Mais pour ce qui me concerne, si la question de la congolité est affouinée justement dans un cadre sémantique de ce qu'on appelle la malité ou l'ivoirité, dont on a connu justement les faiblesses de théories comme celle-là, c'est une honte pour l'intellectuel congolais, entre guillemets. C'est une honte pour l'élite congolaise qui pense qu'en plein XXIe siècle, au moment où on parle de la suppression des frontières, il y a encore des frontières intellectuelles nées sur des laboratoires politiques avec l'objectif d'exclusion. Mais lisez le code de la famille, résout la question de la nationalité. Lisez l'article 10 de la Constitution. Mais comme ces pseudo-scientifiques ou juristes improvisés quittent les champs de leurs réflexions économiques alors qu'on a évolué sur la question de l'économie dans notre pays, on nous a brandi... Derrière cette idée, c'est... On nous a brandi, je vais en venir, en Lino, on nous a brandi le découpage comme le socle du développement congolais. Le découpage a démontré ses limites. Aujourd'hui, avec les quelques provinces, je vous donne un exemple. Depuis que la personne, par exemple, de Moïse Katumbi a quitté le Katanga est resté faire le surplace. Il y a des provinces comme au Sankourou où il n'y a jamais un mètre de route asphaltée. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de soins de santé. Le Sankourou, oui, aujourd'hui, mais pas le Katanga. Je reconnais qu'au Katanga, moi, vous savez que je ne fais jamais la langue de bois. Au Katanga, il y a le gouverneur Jacques Kaboula qui a fait la différence. Ok? Le gouverneur Jacques Kaboula a planté le décor d'un développement durable parce qu'il parle des infrastructures. Richard Mouyage là-bas. Richard Mouyage a fait des efforts. Et j'ai toujours regretté pour le cas de Richard Mouyage. Peut-être dans le Holomami où ça traîne un peu. J'ai toujours regretté pour le cas de Richard Mouyage que lui qui avait la vision de développement du là-bas, qu'il soit aujourd'hui dans un hôtel à Kinshasa, sans savoir qu'est-ce qu'il est devenu, gouverneur, démissionnaire, ou bien on attend à un moment donné que l'Assemblée provinciale puisse les faire partie, parce qu'il ne faudrait pas qu'on joue avec le destin d'une nation à cause des intérêts des politiques. Et je demande donc
je lance l'appel aux autorités congolaises pour régler la question des mouillages, parce que les Congolais de Lualaba sont mes frères aussi. Si demain, le bien-être, aujourd'hui, le Lualaba devient la destination de tout le monde, ce n'est pas que quelqu'un, quoique dans la vision du chef d'État, parce qu'un gouverneur n'a pas de vision. Et si hier c'était la vision de Kabila, aujourd'hui, Mouyège est dans la dynamique du président Félix Tshisekedi, et donc il ne faudrait pas que quelques individus qui sont autour du président puissent justement régler leurs problèmes personnels quant à la question de Mouyège, de le maintenir à Kinshasa. Donc je reviens à l'essentiel pour dire que ce qui intéresse le Congolais aujourd'hui, ce n'est pas la question de la congolité, c'est le bien-être du peuple congolais. Okay? Le jour où Moïse Katumbi a donné à manger aux Congolais, on n'a pas dit que sa mère ou son père était juif. C'est une question de bas étage. Ou encore au temps de Joseph Kabila lorsqu'il a voulu postuler. Non, mais vous savez que Joseph Kabila nous a toujours été brandi dans ce pays comme un étranger. Mais moi, je pose la question aux gens qui faisaient à longueur de journée des déclarations sur Kabila comme quoi c'est un Tanzanien, c'est un Rwandais. Qu'on nous dise aujourd'hui, Kabila a fini le travail qu'il devait faire, non? Il a fait 20 ans au pouvoir. Bon, nous pensons que quelqu'un va devoir nous brandir demain la maison de Kabila au Rwanda ou bien la maison de Kabila avec ses grands-parents en Tanzanie. Kabila vit entre ces deux fermes que je connais, à Kingakati ou bien à Kashamata. Donc, le Congolais a une ingéniosité. Le Congolais s'est construit des phrases dans sa tête. Le Congolais est dans les incantations. Le Congolais, même toi, si tu devais faire d'État aujourd'hui, on va nous rappeler que ta grand-mère est venue du Cameroun ou bien que tu aurais marié une femme. Donc, si aujourd'hui on doit fuiner, soi-disant pour protéger la fonction suprême, avec des exemples de petits-enfants, comme si nous sommes contre le Rwanda, nous sommes contre l'Ouganda et que la femme est ceci, c'est des questions de bas étage. La question de la nationalité est réglée par le code de la famille, la constitution congolaise, et même les instruments. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas légiférer. Lisez l'article 13 de la Constitution. Vous ne pouvez pas légiférer dans le cadre de l'exclusion. Et cette constitution congolaise a connu beaucoup de bousculades, mais nous l'avons défendue depuis le début. Ce n'est pas pour répondre à l'appétit d'un glouton politique que nous allons modifier notre constitution. Le danger, c'est l'exclusion d'une certaine catégorie. Ce n'est même pas le danger. De Congolais. Légiférer aujourd'hui pour exiger aux Congolais le fait que pour déposer sa candidature à la magistrature suprême, il faut être des pères et des mères congolais, ça signifie que vous êtes dans l'exclusion. Mais ces gens ne savent pas que la constitution, c'est en fait la compilation de nos valeurs sociétales qu'on érige en normes fondamentales pour gérer la société. Et dans la Constitution, quand le Constituant a levé l'option, on ne discute pas avec la volonté du Constituant. Deuxième chose, c'est le compromis de la classe politique. Nous sommes plus de 400 tribus. Et vous voulez demander aux enfants de 400 tribus de ne jamais s'accoupler avec un Brazzavillois ou une Béninoise ou une Tanzanienne ou un Angolais parce que vous pensez qu'on doit inféoder la fonction suprême. Ça veut dire qu'on ne comprend pas le fonctionnement de l'État. Le chef de l'État n'est que le visionnaire de la nation. Le chef de l'État n'est pas au quotidien en train de vérifier les services de renseignement. Pour nous inféoder, il faut partir des renseignements. Ça veut dire qu'il faut plutôt renforcer les renseignements. Mais du petit agent qui est à Katakokombe, qui est à la frontière rwandaise, qui est à la frontière angolaise, c'est à ce niveau-là qu'on gère l'État. Et donc, ceux qui proposent de telles théories sont en train de faire des affabulations au sommet de l'État. Ils ne comprennent pas. Et puis vous savez que c'est le fruit d'un laboratoire politique. Vous le savez. Vous avez entendu. Moi je ne confirme rien. Non, mais attends. Il y a une certaine opinion qui mais dit voilà, que c'est une loi visant à écarter une certaine opinion. Moïse Katumbi. C'est une certaine opinion. Vous avez entendu les audios. Vous avez entendu les audios ici. Vous avez entendu les audios sur le fonctionnement de cette loi et même des députés qui seraient mis à la disposition des auteurs de cette proposition. Et puis ce n'est pas une loi en fait. C'est une idée qui est née dans la tête des Congolais. Vous pensez que même ceux qui se font la plomberie dans la cité, ou ceux un Congolais peut rêver de dire, bon, je jette un pot entre Kinshasa et Brazzaville avec ma pirogue. Maintenant, si les chavirent, on va les suivre. C'est des inepties qui sont nées dans les têtes des gens. Ce qui intéresse le Congolais, c'est le manger, mon cher ami. C'est légiférer, c'est faire des réformes dans le sens de confectionner un développement durable. Pas des choses qui nous divisent. Et la Constitution a ce qu'on appelle, et ça c'est du droit constitutionnel approfondi, la Constitution a ce qu'on appelle des compromis constitutionnels. Vous ne pouvez pas vous réveiller un matin et déconstruire tous les compromis. Tous les compromis. Tu sais, quand on dit dans la Constitution, Maman Olivier Côté Abissol Cambo, Maman Olivier que je salue parce que je suis très fier de la voir à faire beaucoup des actions à caractère social. Voilà. Pour moi, je suis quand même devenu quelqu'un qui
qui positive trop bien ce qu'elle est en train de faire, autant que je suis devenu carrément un amateur de président Joseph Kabila. Comme elle disait en son temps, j'ai dit un jour, je parlerai de Kabila parce que je crois que cet homme a un héritage à nous léguer dans ce pays. Et donc, je reviens sur l'essentiel en disant, ce qui nous intéresse comme peuple, c'est ce qui doit nous mettre ensemble. Pas d'exclusion. Pas d'exclusion. Pas de limite, notamment dans les relations. Non, non. Comme vous l'avez dit, moi je suis congolais, je me dis, mais si je me marie avec une Brazzavilloise, mon fils n'aura pas de droits. Mais le président de la République a répondu à la question. Il dit que les pays est là où nous sommes ici, avec les coulages, avec tout ce qu'on a, les détournements, tous les rapports, là, vous pensez que les rapports, il y a combien d'étrangers? Mais nous avons, il y a à la RVA ici, ok, un directeur général français. Depuis qu'il est parti, la RVA à quel niveau? Et d'ailleurs, lorsqu'il était là, il y avait aussi des problèmes. Vous savez qu'à la RVA, il y a des problèmes. Depuis que les Blancs qui étaient directeur général est parti, vous savez qu'on a commencé à faire du sur-place. Mobutu a pris un Blanc, il l'a mis à la Banque centrale. Ok? Vous avez vu un rapport comme quand ce Blanc a volé? Non, non, mais ce sont les Congolais qui volent. Donc, l'argument n'est pas l'argument qui plaide en faveur de la couleur. Aujourd'hui, il y a la suppression des frontières. Il n'y a personne qui peut démontrer que le problème est au niveau de la nationalité. Pour terminer, allons dans une réflexion beaucoup plus profonde. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord qu'un Congolais qui veut postuler à la magistrature suprême doit aussi accompagner son dossier d'un résultat ADN pour que quelqu'un nous montre qu'il est vraiment le fils de son père? Nous deux, quelle est la garantie que nous avons que celui qui s'est présenté au chevet de notre mère ou que la maman nous a présenté comme quoi c'est notre père, quel que soit le mécanisme juridique, est effectivement notre père biologique? Beaucoup vont on peut aussi dire, bon, parce qu'il y a quelqu'un qui a proposé cette réforme-là, on peut aussi ajouter que pour aller à la magistrature suprême, en vue de protéger la dimension éthique et morale de la fonction suprême, que la personne amène la preuve qu'il est sérieux du point de vue de notre société, nous sommes africains, que, par exemple, il n'a qu'une seule femme, qui n'a jamais fait des enfants dehors, qui prend ses enfants en charge. On peut ajouter ça à ce moment-là. Si vous allez voir, on peut même vérifier les listes des élections de 2006 et de 2011 et de 2018, vous-même avec les informations que vous pouvez avoir, vous allez voir si on aura 3 candidats, de femmes et d'hommes qui ont postulé, qui n'ont qu'une seule femme, et des enfants avec une seule femme. Et tu sais qu'en Afrique, comme au Congo pour nous, un homme est responsable, un homme qui a de la valeur, un homme qui a une valeur éthique et morale, c'est celui qui a une femme et qui a fait des enfants avec une femme et qui les prend en charge. Tu penses que si nous mettons dans la balance tous ces candidats, tous, vous n'allez pas voir des enfants sortis de Brazzaville ou de Pointe-Noire ou bien de Guinée ou bien des États-Unis? Qu'on soit modeste. Qu'on soit modeste. Donc j'estime que, d'abord, embrayer sur cette loi, c'est une honte. La nationalité est devenue aujourd'hui une situation juridique décidée de la classe politique, légiférée par les constituants, et le peuple a adhéré à ça, à plus de 80 millions de Congolais. Il n'y a pas une idée qui naisse dans la tête d'un individu sorti de Chilenge ou de Katakokombe ou bien d'Ankoro pour venir déconstruire nos acquis constitutionnels et notre identité sociétale comme un Congo qui vit dans la modernité, un Congo qui vit dans la liberté. Autre sujet d'actualité, c'est le travail que fait l'inspection générale des finances. Lorsqu'on parle de l'inspection générale des finances, on voit le travail qu'abat aujourd'hui l'inspecteur général de finances, chef de service. Autrefois, on semblait ne pas être au courant des détournements de deniers publics. On constate aujourd'hui que c'est un comportement qui s'était installé dans les chefs de beaucoup de dirigeants. Et donc, le travail fait aujourd'hui par l'inspection générale de finances est un travail appréciable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Bon, écoutez, je suis d'accord qu'il n'y a aucun Congolais normal. Toi et moi, nous n'avons jamais eu la signature dans ce pays et que nous avons toujours dénoncé le fait qu'il y a la médiation. Tous les rapports du monde, même des Nations Unies, montrent suffisamment en quoi le Congo, les grands Congos, avec tout ce que nous avons comme réserve naturelle, nous sommes restés les pays de potentialité. Il est difficile de voir ces potentialités-là transformées en bien-être. Tout peuple aspire au bien-être. On ne peut pas se réclamer un État tant qu'on ne met pas le cadre de la confection ou bien du bien-être du peuple. Et donc, le travail de l'IGF est un travail
C'est normal d'abord. Il n'y a pas à mettre... Parce que pourquoi vous parlez de l'IGF seulement? Pourquoi vous ne parlez pas de moi comme chef de travaux? Aujourd'hui, quand j'ai mis ma touche d'avocat, quand je suis auprès de la justice, je vois des avocats de confrères très brillants qui viennent vers moi pour « Ah, monsieur, tu m'as enseigné avec le professeur Kalouba, tu m'as donné le droit, l'éducation à la citoyenneté, tu m'as donné les méthodes de sciences politiques, le contentieux constitutionnel. » Pourquoi vous ne parlez pas de la presse qui est clochardisée, qui vit dans une situation difficile? Parce que l'IGF ne fait que son travail. L'IGF fait son travail. Maintenant, le problème, c'est quoi? Un travail le travail que fait l'IGF, apprécié. Il y a aujourd'hui une impulsion qui est donnée par le chef de l'État, bien sûr. Mais l'erreur est au niveau de la confusion qu'il y a entre les services IGF, comme inspecteur général des finances, avec une mission spécifique OPJ à compétences restreintes, et la personne de chef de service à limite. Tout le travail que fait tout un service est mis dans le compte d'un individu. Et je vous donne une indiscrétion, les autres inspecteurs commencent à murmurer. Deuxième chose, l'inspecteur se donne le pouvoir supplémentaire d'identifier des voleurs sur pied uniquement d'un petit rapport, sans contradiction, jusqu'à taxer des institutions de gardiens de voleurs. Parlement. Qu'est-ce qu'il fait du droit de la défense? Qu'est-ce qu'il fait justement de la présomption d'innocence? Ça, il faut décourager. Parce qu'à la fin, on jette l'opprobre sur des gens et il y a clameur publique. Il y a des gens qui ont été condamnés par rapport à ça. Je donne un cas. Le cas de la RVA avec le directeur général Bilengi. Qui est toujours en prison. On lui reproche d'avoir détourné une entreprise qui est devenue carrément l'ombre d'elle-même, n'a de ressources que pour payer les agents et payer les taxes aéroportuaires. Il va en prison pour avoir pris l'argent qui était destiné au paiement de l'IPER, l'impôt sur les revenus professionnels, et les cotisations de l'INSS. Alors que déjà en 2015, il avait déjà pris le soin d'écrire au ministère de portefeuille sur la situation générale de l'entreprise et le soutènement de la démarche de prendre l'enveloppe affectée au paiement des taxes aéroportuaires et des taxes et des cotisations de l'INSS pour maintenir l'outil de travail. Avant Bilengi, il y a eu plus de 40 millions d'arriérés, plutôt plus de 40 millions de dettes sociales. Après Bilengi, 40 millions de francs, 40 millions de dollars de dettes sociales. Et ce n'est pas un cas uniquement de la RVA. La Régie des eaux, la SNEL, la Régie des eaux a 2 milliards de dettes sociales. La GECAMINE a 2 milliards plutôt de dettes sociales. La GECAMINE a 1 milliard de dettes sociales. Sokimo, les autres entreprises. Pourquoi on n'a pas fait un procès contre ces mandataires? Et plus grave encore, les juges du premier degré les condamnent à 20 ans, alors que dans son propre arrêt, le juge est en train de reconnaître que Bilengi n'a pas mis l'argent en poche, il a pris l'argent, il a affecté aux dépenses des paiements et des paiements des taxes aéroportuaires et des salaires. Et plus grave encore, parce que vous parlez de l'IGF et vous montrez en quoi la clameur publique peut créer des dégâts. Ça fait 2 mois que l'affaire est prise en délibéré au niveau de la Cour de cassation, mais que les magistrats ne veulent pas se prononcer. Qu'est-ce que ça sous-entend? Dans la pratique judiciaire, une démarche politique peut-être. Dans la pratique judiciaire, encore que vous parlez de la politique, vous savez que Bilengi, avant d'être poursuivi, son cas a été évoqué en Conseil des ministres. Mettons dans la psychologie d'un magistrat qui juge un compatriote dont il sait qu'il y a eu des instructions qui ont été données au niveau du Conseil des ministres. La preuve, 2 mois après que la Cour de cassation ait pris le dossier en délibéré, il ne se prononce pas. Ça construit la thèse d'une procédure politique. Ça déconstruit la théorie de quelqu'un qui est poursuivi pour des charges qui remontent au droit commun. Donc vous êtes d'avis Et plus grave encore, vous allez voir que demain on peut aller à la réouverture des débats en vue de remettre peut-être d'autres juges qui vont se construire notre conviction. Est-ce que c'est cela l'état de droit? Est-ce que c'est cela la justice? Et tout ça, c'est à mettre dans le cas. C'est comme ça que j'ai regretté quand j'ai vu que le chef d'État a évoqué justement la question de l'IGF, comme quoi aujourd'hui quand un mandataire gère, s'il pense à l'IGF, il commence à faire les choses. Peut-être que Bilengi, c'est un cas assez particulier, mais en général, le travail
reste appréciable. Peut-être qu'il faut juste se rassurer que ça ne soit pas un travail sélectif, parce qu'on a comme l'impression que beaucoup de ceux qui sont accusés de détournement sont plus de ceux qui étaient dans l'ancien régime. Alors que peut-être que ceux qui sont dans les affaires actuellement ne sont forcément pas clean. Non, mais je voudrais donner l'exemple. Je voudrais donner l'exemple que toutes les entreprises congolaises, dans ma voiture, j'ai la situation générale, un document du portefeuille sur les dettes sociales de chaque entreprise. La Régie des eaux, la SNEL, l'INPP, la GECAMIN, l'ONATRA. Mais dites-moi, avant ces animateurs, il y a eu la dette sociale. Et je vous ai donné le cas même de Bilégué en disant 7 mois qu'il est en prison, 7 mois à la RVA, on n'a pas payé ni l'IPR, ni l'INPP, ni les cotisations sociales, ni les cotisations de l'INSS. Et encore moins les salaires. Alors, pourquoi cela? Parce que si vous faites la comptabilité de tout ça, c'est autour de 30 millions de dollars. De ceux qui sont censés payer en 3 mois, plutôt en 7 mois. Pourquoi ces gens ne sont pas poursuivis? Alors qu'il y a les entrées. Alors qu'il y a des entrées. Est-ce que c'est ça l'état de droit que nous voulons? Nous disons, le travail qui doit être censé faire l'IGF est un travail très bien, mais qu'il ne faut pas battre pavillon, l'honneur des gens, sans que vous ne puissiez garantir la présomption d'innocence et l'opprobre que vous jetez sur des personnes, des responsables, au nom du fait qu'ils ont géré un jour quelques institutions de l'État. Et ça, c'est très important. Dites-moi, pourquoi l'IGF, à son niveau, peut penser que chaque jour, l'IGF doit communiquer sur RFI, sur Top Congo, sur la RTNC, sur les enquêtes qu'il est censé mener? Qu'est-ce qu'il fait justement des statuts qu'il a comme agent public de carrière? Qu'est-ce qu'il en reste de devoirs de réserve qu'il a comme chef de service et fonctionnaire de l'État? Et plus grave encore, il est rattaché au président de la République. Mon cher ami, nous sommes dans un État. L'État est géré par des principes. Il faut le respect de ces principes-là. Il faut le respect de ces principes-là. Le travail de l'IGF n'est tout autre que celui de vérifier la gestion orthodoxe des finances publiques, avant comme après. Mais pas une patrouille au sens policier, justement, de fonctionnaires. Pour qu'on achète des papiers, tu dois valider. Et regarde, le chef de l'État prend une ordonnance, nomme des mandataires, et l'IGF se donne le pouvoir, de suspendre les avantages liés, par exemple, au conseil d'administration des entreprises. Mon cher ami, nous sommes où? Nous sommes où? Si ce sont des avantages de trop et que c'est illégal. Non, mais est-ce que l'IGF regarde l'orthodoxie de l'argent? Comment l'argent a été utilisé? L'IGF ne peut pas rentrer dans le fonctionnement interne d'une entreprise. Si l'IGF voit qu'il y a des avantages illégaux, l'IGF fait sa note technique et il y a en dehors la théorie de l'acte contraire. L'IGF n'a pas la capacité ou la compétence d'interdire quelque chose qui n'a pas intitulé. Pour autant que ça se fait dans un cadre légal. C'est cela l'État, cher ami Alain. Si nous allons au-delà de ces principes, on dit si chacun se confie ses règles, tout se dérègle. Il faut que nous acceptions. Et visiblement dans l'opinion, quand vous dites, écoutez, l'IGF ne fait pas bien son travail, on vous taxe de défenseur des voleurs, on vous taxe de ceci, on vous taxe de cela. Mais nous n'allons pas nous taire pour autant que nous savons que nous éclairons les lanternes de commun des mortels. Nous éclairons la religion des uns et des autres. Alors on va prendre une dernière question parce qu'on est presque au terme de cet entretien avec vous. C'est quand même une affaire qui défraie la chronique. Ça fait débat en tout cas, cadeau ou pas cadeau. Cette histoire d'octroyer des véhicules aux députés nationaux, c'est pas une première. En 2006, on a vu ça avec, je pense, des Nissan Patrol, et après il y a eu des Nissan X-Trail. Oui, en 2011, ça n'a pas été le cas, mais on a vu ça autrefois. Pourquoi ça doit faire débat? Et est-ce que ce n'est pas assez logique qu'une grande institution comme l'Assemblée nationale puisse avoir des représentants du peuple qui ont la possibilité de se déplacer aisément dans le cadre aussi de leur mission? Écoutez, la Constitution
donne des avantages, des privilèges à certaines catégories de personnes. Le règlement d'intérieur de l'Assemblée nationale, déclaré conforme à la Constitution, consacre le fait que les parlementaires doivent avoir droit à un déplacement dans un engin décent. Les exemples que vous donnez sont de mauvais exemples parce que nous n'avons, nous deux, aucune garantie que quand on donne le Jeep en 2013, vous avez en 2003, en 2006, en 2011, que cet argent venait de la poche d'un individu et c'est pour quel but. Vous avez peut-être le malheur d'avoir quelqu'un qui était assistant parlementaire en ce moment-là, d'un député, fait 10 ans à l'Assemblée nationale. Je sais que c'était de prêts, tantôt de la BIAC, et ils faisaient ils ont contacté à Frima, un concessionnaire, pour que les députés aient des moyens de déplacement et que, au travers leur salaire, qu'on puisse payer. Mais aujourd'hui, nous allons nous regarder dans les yeux. Toi et moi, nous savons qu'il y a eu un débat sur ces Jeeps avant qu'on ne les commande. Il y a eu des promesses, c'est passé dans les réseaux sociaux. Il y a même des vidéos. Députés nationaux qui... J'ai suivi mon ami, honorable Daniel Sof, qui a dit qu'on nous a donné on doit nous donner des voitures, c'est une promesse, pour avoir fait partir Mabunda et faire partir Elunkamba. Nous nous posons maintenant la question. Dans le contexte qui est le nôtre, un pays post-Covid, avec tous les indicateurs au rouge que nous avons, où il n'y a pas un salaire, où il y a des grèves partout, pouvons-nous nous permettre des dépenses de prestige, comme le disait le ministre Sélé Alabouli? Un État est comme une maman. La maman doit apprécier l'opportunité de faire X ou Y dépenses. Il revient donc aux députés d'apprécier parce que... Et ça devient très grave quand c'est à la solde de ce qu'on entend, au conditionnel bien sûr, comme une corruption. Parce que il n'y a pas d'action sans intérêt. Si l'argent, j'ai suivi les rapporteurs de l'Assemblée nationale qui parlaient probablement dans une langue qui est difficile à percevoir, parce que je n'ai pas entendu complètement ce qu'ils voulaient dire. Qu'on a consulté un concessionnaire, que c'était un prêt. C'est faux parce que les audios qui résultent des réunions démontrent que c'est une promesse ferme. Peut-être que le président Mbosso... Et le président Mbosso me dit que... Peut-être qu'il s'est trompé. Non, il a voulu un peu flatter les députés. Vous êtes une presse très sérieuse, suivie à l'international, vous ne pouvez pas dire ça. Un président de l'Assemblée nationale ne se trompe pas à ce niveau-là. Il a dit aux députés, vous aurez des jeeps. Il a même dit, et c'est Peter Tchani qui a publié l'audio, il a dit, on a voulu ne pas donner aux gens de l'opposition, mais la décision est venue du président de la République qu'il fallait donner à tous les députés. Nous nous posons la question, ça c'est l'argent du trésor public ou c'est l'argent des particuliers? Mais pourquoi l'IGF ne pose pas la question? Pour te montrer la justice à double vitesse. Pourquoi nous décrions cette situation? Peut-être que l'IGF est sûrement en train d'observer. Non, mais quand il voulait aller au Katanga pour faire l'audit, il l'a dit. Quand il voulait aller à telle entreprise, à l'INSS ou à ceci, au FBI, il l'a dit. Pourquoi il ne dit pas? Quand il voulait aller au Sénat, parce qu'il s'agissait de Tamba Mamba, il l'avait dit. Laissant le temps au temps, peut-être qu'il va réagir. Donc pour vous, ce n'est pas une nécessité. Pour moi, c'est même une honte d'engager un débat dans ce cadre des véhicules. Mais ceux qui pensent qu'ils sont très intelligents pour tromper le peuple, ils se trompent. Le peuple est au courant que ces véhicules, c'est une libéralité au regard de quelques attitudes. Mais ailleurs, ça s'appelle corruption, et même ici. Mais parce que ça doit obéir à une dialectique, parce que quelques personnes peuvent être sécurisées pour un temps, nous disons, on laisse la vérité venir. Quand l'IGF commence à faire des enquêtes aujourd'hui dans des dossiers, hier sous Kabila, ce n'était pas possible. Qui sait si demain, sous un autre président, on va revenir dessus et que les gens devront répondre? Et donc, si le chef de l'État est au courant de ce dossier, puisque son nom est cité, de manière illégale d'ailleurs, parce qu'on ne confirme pas que c'est un cadeau du chef de l'État, il devrait peut-être agir pour qu'on mette fin à cela. Bon, écoutez, je pense que le chef d'État a beaucoup de choses à faire. Chaque personne, on n'a pas entendu Fatih
le président Félix Tshisekedi dit je donne des jeeps. Si le président de la République doit demander des comptes à quelqu'un, il demandera des comptes à Mbosso. Donc l'audio a fuité sous réserve justement de son authenticité. Mais je pense que les gens comme les petits éternels que j'ai vu sortir cet audio ne peuvent pas raconter leur vie. C'est des journalistes sérieux et des journalistes d'investigation. Maintenant, je vous pose la question comme compatriote, est-ce que dans le contexte qui est le nôtre, nous pouvons nous permettre des dépenses de prestige? L'État, c'est une maman qui doit apprécier. Tel fait la fièvre, il faut acheter le Doliprane. Tel autre a été chassé de l'école, il faut payer. Tel autre. Et c'est quand vous avez fini ça que vous dites non, non, on peut aller à Waikiki pour jouer avec les enfants. Si une maman se permet d'envoyer un enfant en Afrique du Sud prendre ses vacances, alors qu'un autre n'a pas étudié, c'est que cette maman-là n'est pas une bonne maman. Et malheureusement, c'est l'image que vous donne de notre État. C'est l'image. On préfère parler, quand on parle de carte visa, on n'évoque justement pas la question d'Égypte. C'est pour vous dire que c'est désormais une justice à double variante. Selon qu'elle plaît à un camp ou selon qu'elle peut faire très mal à un autre. Mais l'État ne peut pas faire ça. L'État est impersonnel. La justice est impersonnelle. Si aujourd'hui vous utilisez votre puissance d'État pour poser des actes contre les autres, demain, vous n'aurez jamais la garantie que vous serez toujours fort. C'est un conseil d'amis. Merci à vous, Maître Laurent Onyemba, chercheur en droit et opérateur politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout à nos questions sur l'actualité. On espère vous avoir également très prochainement pour pourquoi parler encore actualité politique en République démocratique du Congo. Merci. Samuel, je vous remercie. Je suis très très content et satisfait d'avoir été sur votre plateau. Toujours disponible chaque fois que vous aurez besoin de moi. Merci à vous. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'était Entretien, votre magazine d'actualité sur votre télévision. On espère vous avoir très prochainement dans un nouveau numéro avec un nouvel invité pour parler actualité et autres sujets sociopolitiques. Merci de nous rester fidèles. Bonne suite de nos programmes.